Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux à participer à notre matinale des leaders éclairés saison 3. J'espère que vous allez tous bien dans cette nouvelle matinée. Comme d'habitude, j'en profite pour d'abord accueillir notre invité, notre témoin, qui s'appelle Claude Robin, qui est dirigeant du groupe Amaris. Bonjour Claude et bienvenue. Bonjour à tous. Et puis, avant de démarrer cette matinale et d'écouter Claude et son témoignage sur le leadership qui va, comment est-ce que Claude arrive à bousculer l'ordre établi dans une profession qui est extrêmement établie d'expertise comptable. Il va nous expliquer comment il a mené cette aventure entrepreneuriale. Avant de démarrer, je voudrais simplement remercier tout d'abord les partenaires qui nous suivent depuis le début, puisqu'on est dans cette saison 3. Ça fait le 14e invité, Claude, qui nous rejoint et qui témoigne du leadership, des transformations qu'il a su mettre en œuvre et comment est-ce qu'il bouscule les choses pour faire bifurquer des modèles économiques ou faire bifurquer son entreprise. Donc, nous avons comme partenaire les Échos. Merci aux Échos de nous accompagner, de communiquer sur ces matinales-là. Merci à Incubator. Incubator, c'est le plus grand réseau d'innovation en France qui accompagne les startups dans la construction de leurs projets. Grow All In, c'est un réseau féminin et masculin interne au groupe Bouilleur. On avait reçu effectivement Rachel Rama, qui est la VP Innovation chez eux. FIPLUS, le réseau, le méta-réseau qui, depuis le début, nous accompagne sur les financiers, ce sont les financiers d'entreprise, les DAF, femmes ingénieures, comme leur nom l'indique, qui représentent toutes les femmes qui défendent cette profession et la présence des femmes en ingénieurs. Et puis le réseau PWN à Lyon, qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'y participe, on a une soirée ce soir, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes. Donc voilà les partenaires et voilà l'écosystème qui nous accompagne dans ces matinales-là et puis depuis le début. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Muriel Montagnier. Je dirige mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting depuis 11 ans. Et on accompagne des entreprises dans leur transformation, que ce soit les transformations culturelles, les transformations managériales et les transformations organisationnelles. 3 pôles pour accompagner ces transformations, la formation, le consulting et puis le coaching de dirigeants et de comités de direction. Voilà, vraiment notre credo, c'est d'accompagner les transformations à fort enjeu humain. À chaque fois qu'il y a parce que l'humain a cette complexité, effectivement, mettre en œuvre une stratégie, ça nécessite d'engager les humains dans cette aventure-là. Et c'est ce que nous parlera Claude aussi, de comment il a réussi à engager les humains dans son aventure. En 2019, j'ai fondé la Fabrique des leaders éclairés. Elle a vraiment intuitivement aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas encore le Covid et on ne vivait pas toutes ces transformations-là, mais on savait très intuitivement qu'il allait se passer des choses et notamment qu'on était déjà dans un monde volatile, incertain et complexe. Et donc, je me suis dit que la Fabrique des leaders éclairés devait accompagner la bifurcation, les bifurcations qu'on est en train de vivre, les changements de paradigme, mais notamment réinventer le leadership, le rapport à l'autorité qu'on peut avoir et justement le leadership qu'on peut exercer différemment dans son entreprise. Et donc, j'ai construit cet écosystème pour les dirigeants, pour leur permettre, eux, leur comité de direction, les top managers, de pouvoir justement trouver des solutions, soit grandir entre pairs, soit effectivement avoir des apports comme on fait aujourd'hui, des matinales de témoins qui ont déjà fait ce parcours-là et qui témoignent que c'est possible, soit un laboratoire de prospective qui justement réfléchit à l'étape d'après, à comment est-ce qu'on accompagne des bifurcations et des modèles économiques vertueux, et puis des clubs où on peut justement s'entraider, travailler en intelligence collective et apporter un peu sa pierre à l'édifice, son petit caillou et faire en sorte qu'on puisse s'entraider parce que je crois beaucoup à l'intelligence collective aujourd'hui pour résoudre la complexité du monde. Il n'y a plus une seule personne qui le sait, il n'y a pas un seul leadership. Peut-être que Claude pourra nous en témoigner, mais il y a une intelligence collective et il y a un collectif qui se greffe autour de ça. Donc, merci à vous pour être présent aujourd'hui. Simplement, vous donner les prochaines dates d'actualité sur les prochaines matinales. On accueillera le 30 mars Véronique Pancinati Bosetta, qui est CEO international de Danone. Je crois que c'est en train de changer. Donc, elle nous expliquera tout ça et nous expliquera en quoi le projet économique, environnemental et social était un levier de performance et d'engagement pour les collaborateurs chez Danone et dans d'autres entreprises. Autre chose, effectivement, les clubs, qui sont des clubs de co-développement. Donc, on apporte
son petit caillou dans la chaussure et où les pairs vous aident à résoudre ce caillou dans la chaussure. Et puis, une autre fois, c'est un autre pair. Et comme ça, on travaille sur des problématiques vraiment très opérationnelles avec des regards différents, celui d'un comité de direction extérieur à son entreprise, avec des entreprises de secteurs d'activité différentes. Donc ça, eh bien, vous voyez les dates qui sont mises, ce sont des dates des séances de découverte. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, et si vous faites partie du membre de comité de direction du COMEX, à nous rejoindre dans cette aventure et à tester avec d'autres pairs comment est-ce que de nous rejoindre dans cette séance de découverte de clubs. Voilà, qui vous correspondent en fonction de la taille de votre entreprise, puisqu'on a créé des clubs PME, ETI et grands groupes, pour que justement chacun puisse se sentir à l'aise dans le domaine. Non pas que les problématiques ne soient pas transverses, elles le sont souvent, mais souvent les moyens de les traiter sont différents. Donc voilà pour l'actualité de la fabrique. Et puis là, maintenant, je reviens tout de suite à notre matinale avec Claude. Donc voilà, je vais mettre. Donc Claude, rebonjour. Bonjour, oui. Vous êtes où physiquement? Parce que maintenant, on ne sait plus effectivement avec la visio. On est à Nantes. Vous êtes nantais, voilà, donc très bien. Donc l'ouest de la France. Et parce que c'est le siège historique en fait. Le siège historique, c'est même Guérande. Donc c'est connu nationalement pour son sel, mais c'est connu aussi pour Amaris. Très bien. Eh ben, écoutez, justement, c'est ce dont on va parler. Donc vous vous définissez, et c'est pour ça que je suis venue vous voir, Claude, comme un entrepreneur avant d'être un expert comptable. Vous managez un manager avant d'être un gestionnaire. Et vous prenez un management qui est participatif et bienveillant depuis 20 ans. Donc, vous étiez vraiment précurseur et visionnaire, Claude. Et vous avez bousculé justement les règles d'une profession attachée aux traditions de l'expertise comptable. Expliquez-nous comment est-ce qu'on fait ça, quel leadership il faut avoir et comment on fait pour bousculer les ordres. Alors, avant que vous m'expliquiez ça, j'ai 3 questions à vous poser. Et puis, j'encourage justement tous les gens qui nous suivent à pouvoir poser les questions comme je fais d'habitude comme je demande d'habitude dans le chat pour que vous puissiez y répondre si vous le souhaitez. Donc, la première question, ça va être pourquoi et comment innover dans un domaine traditionnel et réglementé? C'est quoi les impacts de votre engagement sur ce marché-là? C'est quoi les qualités de leadership requises pour bousculer l'ordre établi? Et comment engager les collaborateurs dans cette aventure entrepreneuriale? Donc voilà, dans cette petite heure qu'on va passer ensemble, je vous voilà les questions qui me semblaient importantes de vous poser, Claude. Donc maintenant, vous avez la parole et j'enlève mon micro. Alors, comment j'ai démarré, moi? J'ai démarré il y a 20 ans en créant Amaris ex nihilo. Donc, c'était plus de 20 ans puisque c'était en début 2000. Donc, ex nihilo avec 7 500 € d'honoraires. Donc, c'était quand même pas. À l'époque, c'était en France, c'était 50 000 francs. Donc, c'était rien du tout. J'avais pas trop de réseau parce que j'étais pas issu d'un environnement entrepreneurial du tout. Mon père bossait au chantier de l'Atlantique, etc. Donc, on n'était pas du tout dans ce monde-là. Donc, pour se développer et faire en sorte d'exister dans cette profession qui est une profession souvent de réseau, eh bien, il fallait faire en sorte de se différencier. Et pour se différencier, quand on est petit, eh bien, on cherche des solutions un petit peu innovantes d'abord. Et moi, j'ai toujours été attiré par la techno, gagner du temps, faire en sorte que on évite de passer beaucoup de temps à des tâches à faible valeur ajoutée. Et nous, on a un métier d'abord, l'expertise comptable, c'est un métier de production d'abord, hein. Souvent, on dit oui, moi je fais du conseil, etc. Mais au départ, enfin, notre métier, c'est produire de la comptabilité, produire des payes, produire du juridique. Donc, c'est un métier de producteur. Donc, ça veut dire que quand on est dans ce schéma-là, eh bien, il faut faire en sorte de gagner du temps dans notre production, comme dans n'importe quelle entreprise de production. Et pour se différencier, eh bien, je voulais qu'à un moment, la comptabilité, ça serve à quelque chose, que ça ne serve pas qu'à faire des liasses fiscales 3 mois après les dates de clôture, mais que ce soit utile pour nos clients. Et j'ai commencé
à faire beaucoup de reporting et de reporting qui servent à piloter, qui servent aux clients pour piloter leur boîte. Donc, quand on s'installe comme ça, eh bien, effectivement, je crois que ma chance, hein, ça a été de ne pas avoir de réseau, justement. Parce que quand on a un réseau, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vit dessus, on nous apporte des affaires, on fait bien notre boulot, on facture, on gagne de l'argent et puis voilà, tout va bien. Quand on n'a pas trop de réseau, bah, faut quand même essayer d'être créatif. Et, en fait, c'est ce qui nous a toujours animés, nous, dans le groupe Amaris depuis plus de 20 ans. Et quand on parlait d'innovation, c'est pas que de l'innovation technologique, c'est de l'innovation aussi sur des positionnements de marché, et c'est prendre ce qui peut exister ailleurs et le dupliquer dans notre profession. Par exemple, en 2007, enfin 2008, on invente l'expertise comptable en ligne ou à distance. Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. On était dans un schéma où, à chaque fois qu'un prospect venait, c'est l'expert comptable qui rencontre le client. En fait, dans notre profession, l'expert comptable est au cœur de tout. Et c'est souvent un peu le problème. C'est qu'il ne sait pas tout faire, hein. L'expert comptable, c'est quelqu'un qui est bon pour conseiller les clients, pour les accompagner, mais ce n'est pas forcément le meilleur pour manager, pour vendre, pour euh, piloter des hommes, etc. Enfin, moi, ça a toujours été ma devise, ce qui n'est pas du tout celle de notre profession, encore. Donc, je m'expliquerai plus tard sur notre gouvernance, qui est aussi atypique et qui est plus organisée comme une entreprise de service que comme une entreprise d'expertise comptable. Donc, en 2007-2008, en fait, on est dans un moment où l'Internet progresse beaucoup, surtout les débits progressent. Et donc, on a la possibilité de s'échanger les documents de manière beaucoup plus facile. Et dès 2005, on développe une plateforme web qui permet à nos clients de nous transmettre leurs documents scannés de manière très simple via leur espace. Et nous, tout ce qu'on produisait, eh bien, on le mettait à disposition sur cette plateforme. Et donc, le client avait accès à son dossier 24/24. Et donc, un peu comme une Dropbox. Donc, on était 4 ans avant l'arrivée de la Dropbox, hein, ou du WeTransfer, etc. Donc, c'était déjà, cette plateforme, eh bien, elle était mise à disposition de tous nos clients. Nous, notre objectif, ça a toujours été regardons, parce que les innovations, il faut que ça serve soit pour améliorer l'expérience client, soit pour gagner du temps. Enfin, il faut que ce soit utile. Là, c'était vraiment utile et à chaque fois qu'on se dit, tiens, ce serait bien qu'on mette à disposition telle chose pour nos clients, on regarde ce qu'il y a sur le marché. S'il n'y a pas sur le marché, eh bien, on essaye de le développer nous-mêmes. Ça a toujours été un peu notre devise. Donc, on développe cette plateforme et ça fonctionne bien. Et ce qui, je reviens à mon Internet, hein, c'est qu'à un moment, eh bien, avec ces débits qui augmentent, eh bien, on se dit, eh bien, pourquoi ne pas créer l'expertise comptable à distance, comme la banque directe ou l'assurance directe qui arrivait à l'époque. Et donc, ça veut dire avoir une stratégie web, faire en sorte d'avoir un trafic qui soit important. Et puis, on a mis en place une force commerciale sédentaire chez nous, avec pour objectif eh bien, de transformer les leads entrants en clients. Donc là, c'était complètement innovant. Donc, ce n'était pas de l'innovation techno, c'était de l'innovation marketing. Mais ça répondait aux besoins et ça répondait aux tendances du marché, c'est-à-dire qu'un créateur d'entreprise
bien, quand il cherche un prestataire de service, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet et puis il tape le métier qu'il recherche. Et donc, on se disait à l'époque, pourquoi ne taperait-il pas l'expertise comptable? Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et quand il tapait expert comptable, eh bien, on arrivait toujours en premier et, nous demandait un rendez-vous à l'époque. Et donc, les commerciaux vendaient des missions d'expertise comptable par téléphone. Alors là, c'était le truc impensable à l'époque, parce que c'était, encore une fois, hein, c'était l'expert comptable qui voyait le prospect en visu, etc. Et donc, on n'était pas bien aimé. Ça s'appelait ECL Direct à l'époque. C'est devenu Amaris Direct. ECL Direct comme ECL Expertise Comptable. Et eh bien, on était mal vus, les pestiférés de la profession, les EasyJet, bref, hein, c'était, oui, on perturbait un marché bien établi avec des règles avec l'ordonnance de 45, enfin, c'est des trucs, voilà. Et nous, on arrivait, mais on répondait à un besoin et on essayait de bien faire notre métier. Bien que très souvent, on nous a dénigrés sur ce sujet, mais notre objectif, c'était de bien faire notre métier. Sauf que, eh bien, on traitait à distance et bien avant le Covid, on faisait des visios, et nos clients étaient partout en France. On s'adressait à des TPE, surtout des consultants freelance, des prestataires de services, des gens qui n'ont pas forcément besoin de voir leur expert comptable, qui sont un peu techno et qui déjà dématérialisent leurs documents assez facilement. Donc, on a vécu des moments un peu comme une start-up, hein, où eh bien, il fallait embaucher 25 personnes par an. On était dans un schéma où on rentrait une centaine de clients tous les mois. Il y avait une organisation à, à produire et comme vous le disiez, on vivait vraiment une aventure. Une aventure, les collaborateurs avaient vraiment l'impression d'être dans un endroit, dans une entreprise d'expertise comptable qu'ils ne retrouveraient pas ailleurs, en fait, parce qu'on inventait toujours des nouvelles choses. Des nouvelles choses sur le plan marketing. Et encore, ces inventions, on ne les inventait pas, on les reprenait euh, sur des marchés parallèles. Par exemple, on vendait des cartes prépayées, c'est-à-dire des cartes prépayées de ligne comptable. Donc, le client achetait comme ça, il savait toujours ce qu'il consommait et n'était pas dans un mode de prestation un peu forfaitaire que souvent critiquent les clients en disant ils nous facturent 3000 balles, mais là, on vendait les cartes prépayées et les choses se consommaient. Et donc, c'était assez innovant et ça plaisait aux clients. Ça plaît aux clients. On a évolué et comme dans toute entreprise, eh bien, sur ce secteur, par exemple, hein, aujourd'hui, on a à peu près 3500 clients, on fait 7 millions de chiffres d'affaires sur l'expertise comptable en ligne et on arrive à un moment où eh bien, on a des copieurs, comme dans tous les marchés. Depuis 2015, donc on a toujours les pionniers puis les suiveurs hein, dans tous les marchés. Bah là, et les suiveurs parfois sont très bons. Hein, faut pas, mais c'est une autre stratégie. C'est pas forcément notre ADN à nous, mais être suiveur, c'est faire mieux que le premier, essayer de faire mieux que le premier en copiant. Alors ça va plus vite hein, parce qu'on copie. Et, et puis on n'est pas tellement protégé sur Internet. Quand on a un site Internet avec du contenu, etc., bien, c'est assez facile de le copier. Et ça ne se protège pas à l'INPI. Enfin, c'est difficile, quoi, quand même. Et donc, c'est facile de copier. Et, on est arrivé à un marché un peu plus organisé, un peu plus mature, en fait. Hein. Ce qui fait que notre croissance, elle est beaucoup plus faible aujourd'hui par rapport à avant. Donc, il faut toujours faire en sorte d'avoir des entreprises qui soient un peu des stars là, quand on met
le schéma marketing avec les vaches à lait, les stars, etc. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir des stars. Alors, parfois, ça ne marche pas. Hein. Il y a des stars qui, comme des météorites qui se cachent la figure. Mais globalement, elles ne se sont pas trop cassées la figure. Et, et quand on dit innover dans ce marché, c'est aussi faire en sorte d'aller où les autres ne vont pas. Là aussi, hein, quand on est petit ou pas très grand, quand on n'est pas un big, on n'est pas très connu. Donc, c'est avoir des activités qui ne sont pas liées à des réseaux, mais qui sont liées à notre visibilité et au fait et à notre savoir-faire et, et montrer que on est des spécialistes, même si au début on ne l'est pas. Par exemple, on a filialisé une activité dans la location meublée. Cette activité, donc la location meublée, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est un propriétaire qui loue en meublé son bien ou qui achète une chambre d'EHPAD, une résidence étudiante, résidence affaires. Et donc, ça obéit à un régime fiscal particulier des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on doit déclarer ses revenus locatifs dans la catégorie des BIC. Et cette catégorie, eh bien, on a deux manières de le déclarer. Soit on déclare au micro, alors on met juste ses loyers sur l'impôt sur le revenu, et on a un abattement de 50%, on paye des impôts dessus, ou on déclare au réel. Et c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire quand on déclare au réel, on fait une petite compta et on envoie une liasse fiscale. Le gros intérêt de déclarer au réel, c'est que dans la plupart du temps, on ne paye pas d'impôts parce qu'on amortit notre bien. Donc, notre promesse, elle est assez facile. Avec nous, vous ne paierez pas d'impôts. Donc, on a rebondi là-dessus en 2011-2012. On a commencé à développer cette activité que peu de gens voulaient développer parce que c'est des petits prix. Nos prix moyens, c'est 450 €. Et donc, à partir du moment où ce sont des petits prix, les experts comptables ne veulent pas trop y aller parce qu'ils veulent des dossiers plus gros, faire du conseil, etc. Moi, je trouvais que c'était une niche intéressante parce qu'il y a une profondeur de marché qui allait grossir de par les besoins qu'on a dans la construction d'EHPAD, de résidences étudiantes, etc. C'était évident que ce marché allait se développer. Et pour le financer, eh bien, il faut qu'il y ait des particuliers qui achètent ces chambres, en fait. De par l'essor du Airbnb, en 2012-13, on en était un peu au début. Et là aussi, ce marché allait se développer. Et donc, on a filialisé cette activité. Parce que nous, notre développement, il s'est fait aussi par des filialisations qui nous ont permis d'être plus visibles qu'une activité noyée dans une grosse entité type Amaris. Si on avait développé cette activité dans Amaris, eh bien, on n'aurait pas pu dire qu'on était des spécialistes, etc. Alors que là, en créant Amarissimo, eh bien, on est des spécialistes de la location meublée, des pure players. Et le fait d'être des pure players, eh bien, ça nous a permis de nous afficher sur le web comme un pure player, mais aussi de signer des partenariats stratégiques auprès de tout un tas d'acteurs du secteur, que ce soit des promoteurs, des commercialisateurs, des conciergeries, bref, des banques. Et le fait de s'afficher comme le spécialiste de la location meublée, eh bien, ça rassure. Et ça nous a permis aussi, ça c'est un enseignement important, c'est que quand on noue des partenariats de ce type et qu'on est petit, eh bien, ça nous permet de déployer une force de vente qu'on ne pourrait pas avoir en interne. Ce sont nos partenaires qui nous vendent. Et donc, on a décuplé cette force de vente par ces partenariats stratégiques. Et aujourd'hui, on
le fait d'y être allé à cette époque dans ce secteur, on fait partie des 3-4 premiers Français sur ce secteur, avec quasiment 20 000 clients aujourd'hui. Et on en gagne 4 à 5 000 par an, parce que eh bien, il y a un essor aujourd'hui en plus sur ce domaine de la location meublée, mais aussi surtout que c'est encore une niche où on ne paye pas trop d'impôts dans l'immobilier. Et notre visibilité fait que ça nous permet d'acquérir, nos multiples canaux d'acquisition nous permettent d'acquérir des milliers de clients. Alors ça, après, faut quand même les accueillir, tous ces milliers de clients. Donc, il y a une organisation de production derrière qui est, et de service qui doit être performante, parce qu'accueillir 400 clients par mois, eh bien, c'est toute une orga derrière avec un process. Donc, effectivement, on est loin de l'expertise comptable. Nous, on communique sur ce secteur parce que l'expertise comptable, c'est une marque importante, c'est une marque connue qui rassure. Quand on confie son dossier à un expert comptable, on est rassuré. Donc, c'est vraiment de la réassurance, le fait qu'on soit expert comptable. Derrière, nous, notre mode de production, elle est industrielle, mais elle est processée. Un peu comme, et on a un service qualité qui est comme dans l'industrie où on contrôle un certain nombre de dossiers, on fait des pickings au hasard. Bref, on est dans un schéma complètement d'industrialisation de notre métier sur ce secteur-là. Donc voilà, là, encore une fois, une nouvelle aventure avec des progressions, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner, on faisait 1 million d'euros en 2018 sur ce secteur, on en fait 8 millions aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a des progressions très importantes. Et donc, il faut gérer ces progressions et gérer les hommes qui sont autour, parce que vivre des croissances comme celle-ci, eh bien, c'est pas faire un sprint tout le temps, mais les moments de respiration sont parfois un peu peut-être pas assez nombreux parfois. Et donc, ces moments de respiration, il faut. Le but du jeu, c'est quand même essayer de ménager les montures de nos collaborateurs. Et c'est peut-être parfois pas évident, parce que en plus, on vit dans des saisonnalités importantes. C'est-à-dire que nos métiers, c'est beaucoup au premier semestre. Et le code du travail et nos organisations ne sont pas forcément faites pour vivre des saisonnalités très fortes et des périodes beaucoup plus basses. Donc, ça veut dire qu'on module notre temps de travail, mais la réussite, elle est vraiment liée à la motivation des gens, quoi, et à l'engagement. On parlait d'engagement tout à l'heure, à l'engagement de nos collaborateurs sur le fait qu'ils vivent des expériences chez nous qu'ils ne vivraient peut-être pas ailleurs. Comme quoi, par exemple, Claude? Vous parlez d'engagement. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais, je vous entends. Donc, justement, alors moi, ce que j'ai compris de ce que vous expliquez, Claude, qui est vraiment très inspirant, c'est en fait, vous avez fait d'un handicap, d'un pépin une pépite, en fait. C'est-à-dire de se dire, j'ai pas de réseau, qu'est-ce que j'en fais? Oui.
C'est ça en fait, hein, Hein. avoir le mindset de, j'allais dire quelque part de bousculer l'ordre établi, c'est comme si effectivement il faut le faire parce que on le fait parce que justement on est un peu obligé de le faire parce qu'on n'a pas tous les attributs du confort en fait. Donc et vous avez choisi les stratégies de niche, hein, si j'ai bien compris, Claude, en se disant moi je vais aller là où les autres ils n'ont pas envie d'aller parce que c'est moins confortable. Mais finalement, il y a une niche sur laquelle personne n'y veut y aller. C'est ce que vous dites, hein, quand on est dans une zone de confort, et c'est ça, l'ordre établi, c'est aussi quelque chose qui est plus confortable, hein, sur lequel il y a moins d'incertitude parce que la route semble toute tracée. Bah, vous avez décidé de prendre les chemins de traverse, si j'ai bien compris, Claude. Et de vous dire, je ne vais pas rester sur le mainstream, mais je vais sur le chemin de traverse. Comment on vit, je reviens sur le passé, puis après on va vraiment être sur l'engagement du collaborateur, mais comment on vit, vous avez dit d'être un peu pestiféré, entre guillemets, c'est-à-dire d'être le troublion de la profession, en fait. Ah, moi, j'aime bien perturber les choses. C'est un peu ce qui m'anime. J'aime bien titiller, en fait, titiller cet ordre établi, titiller aussi, en fait, on est dans un métier où le diplôme est super important. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Le diplôme est super important, il faut être expert comptable. Et il n'y a que les experts comptables. Et puis, si tu n'es pas expert comptable, bah, tu n'es pas grand-chose. Et souvent, c'est ce que j'ai toujours revendiqué, c'est que dans nos entreprises, certes, les experts comptables sont importants, mais on a tous les autres collaborateurs qui sont aussi importants que les experts comptables. Et donc, on ne les met jamais assez en avant. Et on fait en sorte, vous le voyez partout dans toutes les organisations d'expertise comptable, les seuls associés, ce sont les experts comptables. Les seules personnes au comité de direction, ce sont les experts comptables. Les seuls que l'on voit, ce sont les experts comptables, alors qu'en fait, les experts comptables, donc on est dans l'entre-soi. Et je n'aime pas l'entre-soi. Et donc, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance d'être diplômés, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir poursuivre ces études. C'est sans doute le fait que, enfin, il y a une histoire familiale sans doute qui ressort de ça. Hein. C'est que mon père, qui travaillait au chantier Atlantique, qui était très très bon, mais qui n'avait pas eu la chance d'avoir des diplômes, qui était toujours emmerdé par des ingénieurs qui lui donnaient des consignes parfois idiotes, quoi. Bah, il a toujours été pénalisé par ça. Et ça, c'est quelque chose d'ancré chez moi, c'est qu'à un moment, le diplôme apporte peu, quoi. Et à partir du moment où le diplôme apporte peu, eh bien, on peut exploiter les potentiels des gens. Et justement, ce que vous disiez, l'intelligence collective, bah, l'intelligence collective, ce n'est pas l'intelligence que des experts comptables, quoi. C'est l'intelligence de tout le monde. Et c'est, je pense, la grande différence par rapport à beaucoup d'organisations dans notre métier. C'est que nous, on a beaucoup d'associés qui ne sont pas experts comptables. Tous les gens importants, les chefs de service, etc., le sont. On a des comités de direction qui sont complètement éclectiques avec les compétences, toutes les compétences dont on a besoin. Notre directeur général, il n'est pas expert comptable, il est issu du monde de l'intérim et donc du management. Donc en fait, c'est exploiter les potentiels de chacun. Eh bien, ça permet aussi dans notre profession où souvent le truc il est tracé, c'est-à-dire que tes collaborateurs comptables, eh ben, tu seras chef de mission, tu seras senior, et puis tu deviendras expert comptable, et puis tu auras un portefeuille, et puis voilà le truc tracé. Et alors, il en faut, hein, c'est évident, dans nos métiers, mais il faut autre chose aussi, c'est-à-dire pouvoir proposer des parcours qui peuvent être complètement différents. Et on a beaucoup d'exemples chez nous où un collaborateur comptable est devenu directeur de production chez ECL, c'est-à-dire qu'il organisait la production.
puis chez Amarissimo. Et aujourd'hui, par exemple, cette personne, elle est responsable des projets transversaux. Donc, c'est-à-dire qu'elle pilote un certain nombre de projets transversaux. Elle s'est formée pour ça. Elle a fait un master spécialisé dans le management de projets. Et donc, à la base, elle était collaboratrice comptable et aujourd'hui, elle est dans ce secteur, dans ces missions un peu transversales qu'elle adore. Donc, d'autres personnes étaient collaborateurs aussi et puis comme on a une activité d'édition de logiciels, eh bien, qui avait une impétence avec la techno, etc., et il est devenu directeur opérationnel d'un de nos logiciels. Un peu le product manager dans ce secteur. Il connaît bien les problématiques clients, il a les relations avec les développeurs. Et donc, c'est idéalement. Alors, chez nous, on ne dit pas product owner parce qu'on n'est pas une start-up. Donc, on dit plutôt des fonctions françaises que des fonctions anglaises. Mais c'est ça, en fait, c'est product manager. Donc, en fait, ces parcours, eh bien, et le pouvoir, la confiance qu'on donne aux gens, eh bien, c'est ce qui fait que les gens sont engagés et qu'ils peuvent vivre des expériences différentes par rapport à d'autres organisations beaucoup plus classiques. Vous parlez de la confiance, Claude, donc c'est une première chose en fait. Effectivement, il faut que le terreau soit favorable et vous faire confiance. Et ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vous développez les talents dans l'entreprise et vous leur permettez d'évoluer avec des passerelles complètement différentes. Je ne sais pas parce que j'ai fait de la compta que je ne vais pas être en capacité, parce que j'ai des talents et des compétences à développer, de faire aussi du project management en fait. Hein, c'est ça. C'est faire confiance aux talents des gens et les accompagner dans ces talents-là. Pensez qu'aujourd'hui, les gens qui sont chez vous, ou quand vous attirez des jeunes, en fait, qu'est-ce qui fait? Parce qu'ils ont à choisir entre je vais dans une expertise comptable traditionnelle ou je vais chez Amaris. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les motive? C'est quoi les leviers de motivation? Parce que ceux du départ, d'abord, est-ce que ceux du départ sont toujours là? Et c'est toujours ce qui les attire. C'était peut-être l'aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens vont choisir plutôt d'aller chez un groupe Amaris plutôt que d'aller dans une expertise comptable traditionnelle? Là, c'est les gros sujets de marque employeur, d'attractivité, etc. Alors nous, on se heurte à un problème d'attractivité de notre profession déjà, qui est pas tellement sexy. C'est sûr que aujourd'hui, un jeune, quand on lui décrit le métier de comptable, c'est pas forcément super engageant, quoi. Et donc, il y a un gros effort de notre profession alors, à réaliser, c'est sûr. Cet effort, il n'est pas assez important, mais il commence il y a une prise de conscience sur le fait que nos ressources sont rares et qu'à un moment, à force de parler de techno, de nouveaux outils, de data, parce que c'est toujours les mêmes sujets, de factures électroniques, de tout un tas de choses, on oublie toujours de parler des hommes et des gens qui composent toutes nos entreprises et comment on attire, comment on motive, etc. Alors, nous, comme on est quand même atypique, eh bien, on arrive quand même à attirer des talents. Mais ce n'est pas évident aussi. Et alors, on a des valeurs qui sont. On parlait de confiance, mais c'est vraiment l'une des valeurs phares chez nous parce que pour nous développer, pour faire toutes nos activités, les nouvelles activités qu'on crée, etc., eh bien, on laisse une grande autonomie à nos collaborateurs, une confiance. Je dirais pas aveugle, mais on fait confiance, c'est dans notre ADN. Et sur ces histoires de télétravail, par exemple, c'est le bon exemple parce que combien de fois on entend nos clients
critiquer un peu le télétravail et dire bon, terminé maintenant, Covid terminé, tout le monde au boulot. Tout le monde au boulot. Ça veut dire que quand on est en télétravail, on n'est pas au boulot. C'est déjà lapsus. Et j'impose 3 jours de présence, etc. Moi, je suis toujours parti du principe que mettre des règles comme ça, ça met le bazar parce que, en fait, personne n'est satisfait. Quand on met des règles, c'est parce qu'il y a 5% de gens qui déconnent, quoi. Et du coup, on va mettre des règles pour les 95%. Donc, je refuse de mettre des règles. Notre charte de télétravail, c'est un recto uniquement avec quelques règles de bon sens, quoi. C'est évident que quand on s'occupe d'un junior, d'un alternant, on ne peut pas faire 5 jours de télétravail parce qu'il faut s'en occuper, il faut le manager. Donc, quand on est un peu manager, il y a un minimum de contact pour pouvoir former les personnes. Bref, ça, c'est du bon sens. Mais au-delà de ça, eh bien, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où le boulot est fait. Donc, sur ECL Direct, qui est devenu MRS Direct, comme on travaille avec des clients à distance et que les collaborateurs gèrent un portefeuille client de A à Z, eh bien, on leur a même dit, vous pouvez être partout en France ou dans le monde si vous voulez, à partir du moment où le client est bien servi, on produit dans les délais, il y a une satisfaction client, il n'y a aucun sujet, vous gérez vos 120 000 € d'honoraires et vous le faites de n'importe où. Et là, c'est marrant parce que quand on dit ça, alors ça peut perturber, mais il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont pris ce pari et qui sont allées au sud de l'Espagne faire leur boulot, et puis après en Grèce. Les autres, ils n'ont pas trop bougé. Donc en fait, donner de la liberté, ce n'est pas forcément, les gens la prennent forcément, pas forcément. Mais cette liberté de pouvoir télétravailler quand ils le souhaitent, avec toujours ces histoires de cadre, il ne faut pas que ce soit au détriment de tes collègues et au détriment des clients, eh bien, chez nous, ça fonctionne et c'est plutôt attractif pour la jeune génération, ça c'est sûr. On voit beaucoup de boîtes qui interdisent je sais pas, le télétravail le lundi et le vendredi, parce que les mecs ils doivent glander le vendredi, c'est évident. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Alors, ça pose un problème d'occupation des bureaux, parce que là, par exemple, on est dans un bâtiment de 3000 m², parfois il est vide. Donc ça, c'est un peu emmerdant, parce que parce que les gens, ils reviennent tous en même temps, souvent, parce qu'ils ont envie de se voir. Et donc, le problème d'occupation des locaux, ça devient un sujet important, parce que certes, on peut mettre en place du flex office, on peut mettre en place mais ces nouveaux modes d'organisation, on n'a pas encore réglé le problème de maximisation, d'occupation des surfaces. Et ce n'est pas évident à gérer parce que on ne peut pas interdire ou du moins dire aux personnes, eh bien, venez de manière alternative. Ben non, quand on vient au bureau, c'est pas que pour, c'est aussi pour se rencontrer, pour avoir tous ces moments informels qui créent la richesse de la vie en entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est dans ces problématiques-là, qui est les gens télétravaillent, viennent au bureau, viennent quand même pas mal au bureau, hein. Mais comment optimiser cette occupation et faire en sorte que ce soit efficace, quoi. Alors la marque employeur, c'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, on a embauché une responsable de la marque employeur qui va arriver chez nous en avril. On a beaucoup, en fait,
nous, on a un service, c'est pareil, là aussi, on est atypique, on a un service marketing, com important. Ça représente 5% de notre chiffre d'affaires, donc on fait 30 millions, ça fait 1,5 million. Donc, c'est un truc, je crois, qui n'existe pas dans d'autres cabinets d'expertise comptable, évidemment. Mais donc, on a un gros service qui est chargé aussi de notre visibilité sur le web, etc. On travaille beaucoup pour acquérir des clients, mais ça ne sert à rien d'acquérir des clients si on ne peut pas les produire, si on ne peut pas recruter en face. Donc, il faut qu'on alloue quasiment autant de ressources dans notre marque employeur et dans l'acquisition de collaborateurs que dans l'acquisition de clients. Et souvent, on pense qu'à l'acquisition client et on modernise pas l'acquisition de collaborateurs. Et nous, c'est notre gros sujet aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de moderniser notre acquisition de collaborateurs avec aussi des moyens techno qui existent et des recettes qui existent pour acquérir des clients. Eh bien, on peut dupliquer les mêmes pour acquérir des collaborateurs. L'inbound marketing, c'est l'inbound recruiting. On a des choses très intéressantes à faire dans ce secteur et on n'en est qu'au début, je trouve, de toutes nos actions qu'on doit faire pour faire en sorte que l'on soit beaucoup plus attractif. Et le jour où on n'aura pas besoin de publier des annonces, bien, on aura gagné, quoi. C'est-à-dire qu'on recevra les CV de manière... Et c'est ça qui est important, c'est que, encore une fois, on parle toujours de techno, innovation, etc. Mais au bout du compte, c'est quand même les hommes qui mènent les boutiques et qui aussi s'occupent des clients, malgré tout. Donc, on s'en occupe souvent pas assez des hommes. Merci Claude. Donc effectivement, l'attractivité. Je reviens sur quelques pépites en fait, ou qu'est-ce que vous parlez des fondamentaux des valeurs et vous dites c'est dans notre ADN. En dehors de la confiance, quelles sont les autres pépites ou les autres valeurs qui sont incarnées chez vous en fait et qui permettent de justement d'attirer les nouveaux talents, de fidéliser, parce qu'on parle de l'attractivité, mais aussi il faut garder les collaborateurs, c'est aussi important d'en attirer des nouveaux. Qu'est-ce que vous mettriez en termes de leadership si vous devriez, en dehors de la confiance et de cette incarnation-là, quels sont les autres éléments qui pour vous sont clés pour justement continuer cette aventure entrepreneuriale en fait et qu'elle se passe? On a fait une enquête il y a quelques mois auprès de tous les collaborateurs sur pour vous, c'est quoi les valeurs d'Amaris, qu'est-ce qui l'incarne. Et en fait, ce qui est ressorti dans les 4 valeurs, c'est bien sûr la confiance, c'était le plus haut. Après, il y a eu bienveillance, innovation, convivialité. Et innovation normale parce que ça transpire chez nous. On est éditeur de logiciels, on est toujours en train de développer des choses qui font qu'on gagne du temps ou qui améliorent l'expérience client. Donc, l'édition de logiciels, c'est quelque chose où dans notre métier, les gens n'y vont pas. En fait, il y a les cabinets d'expertise comptable, il y a les éditeurs de logiciels. Et donc, tous les cabinets d'expertise comptable utilisent les solutions des éditeurs qui sont proposées. Mais nous, on a voulu maîtriser notre relation client. Et donc, on est éditeur de logiciels et on met à disposition de tous nos clients nos outils. Ce qui fait qu'on maîtrise notre roadmap. Et ça, c'est quand même très différenciant parce que maîtriser sa roadmap, faire en sorte que on puisse facilement mettre à jour une fonctionnalité pour améliorer l'expérience client, bah, c'est top, quoi. Et en plus, expertise comptable, c'est quand même un métier de besogneux alors que l'édition de logiciels, eh bien, ça crée plus de valeur. Parce que, puis aussi, ça permet
de faire en sorte que le client fasse des choses, fasse plus de choses. On met à disposition, par exemple, un logiciel qui s'appelle Fizen. On a 6000 abonnés auprès de nos clients consultants freelance. Ils ont accès à leur flux bancaire. Ils peuvent leur solde bancaire, leur flux. Et en fait, ces flux bancaires se qualifient quasiment automatiquement par nature. Et avec le machine learning, ça permet à un moment de reconnaître l'ensemble des flux. Et puis, ensuite, nous, on récupère ces flux et on les intègre dans notre outil métier via des tables de correspondance et ça se transforme en compta. Bon, le client, il n'a pas vraiment l'impression de faire de la compta. Il qualifie ses flux et ça lui permet de piloter un peu, mais en fait, il fait de la compta. Et donc, eh bien ça nous fait gagner un temps fou. Et pour l'expérience client, c'est top parce que lui, il adore ça, d'avoir un suivi en temps réel de sa trésor avec un petit tableau de bord. Il peut faire ses factures clients. Donc ça, eh bien, cet outil-là, ça a été des investissements importants, mais nous, ça nous permet aussi eh bien, de créer de la valeur parce que tout ce que fait le client, bah, on n'a pas à le faire, quoi. Et quand on s'adresse à des TPE, bah, c'est super important ça. De la même manière, sur la location meublée, eh bien, on a sorti un nouvel outil où le client va pouvoir même tout seul faire sa déclaration fiscale. Donc, on peut dire, ouais, tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es, mais en fait, ce n'est pas nous qui le ferons, ce sont d'autres personnes, donc autant que ce soit nous. Et donc, ça, c'est quelque chose qui... les innovations, elles sont toujours présentes, on a toujours des projets, etc. Donc, les collaborateurs qui rentrent peuvent s'impliquer aussi dans ces projets et être acteurs des évolutions. Donc, c'est quand même ça qui est intéressant. La convivialité, c'est super important chez nous. On a souvent des événements. Alors, avec le Covid, ça s'est un petit peu ralenti, mais là, ça repart. On a des grands moments, au moins une fois par an, où on réunit tout le monde. On a fait Amaris Déraille, par exemple, en octobre. Donc, on déraille, quoi. Il y avait 330 personnes, et puis on a créé notre propre spectacle, et avec 85 personnes sur scène. Bref, c'est des choses, les gens s'en souviennent, quoi. Et là aussi, on est notre propre acteur. C'est-à-dire que chacun se prend en main, hein. Cet exemple-là, c'est bien c'était des groupes de 6-7 et les gens se réunissaient entre midi et 2 pour répéter, pour faire leur truc et faire en sorte d'être prêt pour le jour J, quoi. Avec même ce petit trac qu'ont les artistes. Ça, c'était marrant parce qu'il y avait certaines personnes qui n'ont jamais connu ce trac avant, mais qui ont vécu une expérience. Et ça, c'est sympa parce que c'est pas se mettre en danger, mais c'est faire en sorte que on vit des choses qu'on ne vivrait pas autrement. Et c'est top, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on parle souvent de l'expérience client, de plus en plus de l'expérience collaborateur, mais là, vous nous citez un exemple vraiment d'expérience collaborateur, c'est-à-dire ce collaborateur qui n'a jamais vécu ça et qui va le vivre dans le cadre de l'entreprise, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il n'aura jamais eu l'idée de s'inscrire à un théâtre d'improvisation ou un théâtre tout court. Ouais, voilà, voilà. Là, il va faire un spectacle. Donc, cette notion de je vis une expérience, en fait, c'est ça qui est créer de la vie dans cette entreprise en faisant vivre une expérience collaborateur. Et je pense que c'est un point très important, en fait, voilà. qu'on a peut-être oublié, mais il y a une vie. L'entreprise, c'est un être vivant. Donc, il faut qu'il y ait de la vie et il faut que les gens vivent des expériences. Et c'est important pour bien travailler d'être entouré dans le positif. C'est quand même, c'est pour ça que quand on parle de bienveillance, c'est ça aussi, c'est que on travaille jamais. Enfin, on est toujours mieux quand il y a une bonne ambiance. On est toujours mieux quand il y a des ondes.
Bon, il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans une pièce, ça refroidit de 10 degrés, quoi. Alors, on en a sûrement chez nous, mais l'objectif, c'est d'en avoir le moins possible. Et, et quand on est dirigeant, même si on a des problèmes, il faut qu'on s'interdise de faire transpirer ces problèmes vers les collaborateurs. Il faut qu'on soit toujours de bonne humeur. C'est important. C'est important de. Alors, c'est sûr que si c'est pas naturel, c'est pas terrible. Mais c'est important quand il y a, parce qu'il y a toujours des soucis ou des problématiques, eh bien, de ne pas faire la gueule, quoi. Parce que c'est pas compliqué, hein, mais ça permet sûrement d'avoir une ambiance qui soit différente, quoi. Oui, la bonne humeur. On n'apprend pas à l'école, ça. Hein. C'est évident que ça paraît tellement évident que souvent on ne le dit pas, quoi. Et quand vous dites bienveillance chez vous, parce que ça arrive en deuxième position, hein, si j'ai bien compris, dans les valeurs, telles que vous l'avez dit, concrètement, ça s'incarne comment? Dans le management, par exemple? C'est quoi un management bienveillant chez vous? Bah, quand on fait une connerie, on ne se fait pas forcément engueuler. À partir du moment où on est autonome et qu'on prône l'autonomie, c'est-à-dire que on ne va pas demander à son chef toutes les heures ce qu'il faut faire. Bah, il faut accepter à un moment que parfois les choses soient faites différemment et où il faut accepter que parfois il se passe des conneries. Mais s'il se passe des conneries, le jeu, c'est quand même pas d'engueuler la personne en lui disant qu'est-ce que tu as foutu, fallait faire comme ça. La bienveillance, c'est un peu ça, c'est faire en sorte que on ne soit pas dans la critique systématique et faire en sorte que là aussi, à partir du moment où on prône l'autonomie, eh bien, la bienveillance est liée parce que c'est. Alors, c'est sûr, c'est tarte à la crème. Hein, tout le monde dit ouais, bienveillance. Moi, la culture entreprise, c'est la bienveillance. C'est vrai, tout le monde peut dire ça, mais en fait, si les collaborateurs le disent, alors quand la direction le dit, voilà, si les collaborateurs le disent dans une enquête, c'est qu'ils doivent le ressentir quand même. Oui, ça donne du crédit. C'est qu'effectivement, donc, si je comprends, c'est la bienveillance, c'est donner des permissions, et la permission notamment de se tromper, ce qui est quand même paradoxal parce que dans un métier comme le vôtre, moi j'accompagne aussi des professions réglementées comme les notaires, les avocats, c'est des gens où vous êtes dans l'expertise et le sachant il se donne peu d'autorisation et de permission de se tromper en fait. Donc, alors qu'en donnant ce terreau de bienveillance, vous autorisez, vous permettez, alors ça ne veut pas dire qu'on va se tromper tout le temps, mais ça veut dire que vous autorisez les gens à oser, à faire des choses peut-être un peu différemment, comme vous dites, et à oser et à se permettre de temps en temps de se tromper pour pouvoir innover, pour pouvoir apporter d'autres choses, en fait. C'est peut-être ça aussi une des clés de l'innovation, c'est de se permettre de se tromper. Si on ne se permet pas de se tromper, c'est difficile. On a affaire à des adultes. Trop souvent dans les entreprises, on considère les collaborateurs comme des enfants. On met des règles pour tout, et ça, c'est insupportable. Les gens demandent l'autorisation pour tout. Enfin, c'est quand même étonnant quand même comme mode de fonctionnement encore de demander l'autorisation pour tout. Alors après, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir des managers, on parlait de télétravail, on a, nous, parfois des managers qui sont plus dans le contrôle. Et qui, et bizarrement, dans leur service, ça télétravaille moins. Donc, c'est sûr, hein, il y a des variables comme ça, selon les services, qui sont intéressantes à observer. Bon, globalement, les choses se passent quand même plutôt bien. Aujourd'hui, on est quasiment 500, hein, donc ça veut dire que en 2018, on était 200, donc on est dans des progressions importantes, hein, et ces progressions font que parfois,
quand on devient plus gros, il y a quelques différences de règles aussi, ou du moins pour faire avancer les choses. Parfois, c'est moins simple quand on est gros, quand on commence à grossir. Après, on peut avoir des comportements de gros aussi. Ça, c'est chiant, ça, parce que quand on est plus on est gros, plus on a des services support. Et à partir du moment où on a des services support, je sais pas, par exemple l'informatique, on est incapable de se débrouiller pour remplacer une pile dans une souris, quoi. C'est un exemple, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va faire un ticket à l'informatique parce que j'ai quelque chose qui déconne, au lieu de demander à son collègue d'en face. Bref, quand on est petit, on est plus agile et on se démerde. Quand on commence à grossir, on tombe dans un truc avec des process encouragés par des services qui veulent exister parfois. Et je lutte tous les jours contre ça, mais c'est pas évident. Parfois, j'arrive pas à lutter. Comment vous faites concrètement, Claude, quand vous dites vous luttez? Vous mettez quoi en sorte? C'est de la connerie. Arrêtez avec des tickets qui servent à rien, alors qu'il suffit de demander à votre collègue d'en face. Plutôt ça. Mais ça, c'est un exemple. Hein, mais on voit bien que nous, on a plusieurs bureaux, par exemple. Des bureaux annexes, ils sont plus autonomes que les gens du siège. Ils sont plus agiles, parce qu'ils se démerdent, quoi. Et ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas de siège, en fait. C'est bien, ça, pas de siège. Terminé. Que des petites entités un peu partout qui soient autonomes et qui se débrouillent. On serait peut-être plus performant parfois. C'est une idée que je viens d'avoir. Il y a peut-être quelque chose qui gère aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Grâce au leader éclairé, je viens d'avoir une idée. Comment on va gérer dans l'industrie, c'est les UAP, les unités d'action autonome, en fait, de production autonome. C'est peut-être effectivement, c'est comment on crée des UAP dans votre service, des unités de production autonome. Donc c'est aussi peut-être, vous nous direz, Claude, en tout cas, si aujourd'hui cette révélation a été suivie par les faits. Écoutez, je vois l'heure qui passe, c'est super, c'est passionnant, Claude, ce que vous dites, et vraiment, on sent bien vraiment qu'il y a quelque chose de très humain dans votre entreprise, d'à la fois très innovant, agile et qui donne envie, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de levier d'engagement, parce qu'il y a tout ça, parce que vous nous avez décrit les valeurs et que j'imagine qu'elles sont, si elles transpirent, si elles étaient bottom-up, enfin, si elles sont venues de la base, c'est qu'elles sont incarnées dans votre entreprise. Et c'est souvent, c'est ça qui fait la réussite et qui montre que vous avez un leadership qui va dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi, et c'est ça que je dis toujours, c'est le dirigeant fait pas tout parce qu'il est plus omniscient ni omnipotent, ça c'était l'ancien monde, mais il doit impulser les choses. Et vous impulsez en fait la rébellion, vous impulsez de garder ça, et c'est aussi ça, je pense, c'est impulser l'esprit dans lequel vous voulez que l'entreprise continue à évoluer, avec cette agilité, avec ce côté toujours innovant, parce que je pense que le jour où vous restez, et c'est un peu la crainte qu'on ressent chez vous, le jour où vous restez en site immobilisme et les process prendront le dessus, ça tuera peut-être la créativité, l'innovation puis, voilà. Plus on grossit, moins c'est facile d'être trublion. Exactement. Et c'est un peu ça, c'est ce que je ressentais, Claude. C'est rester trublion. C'est peut-être ça aussi, le leadership du chef qui veut, enfin du patron en fait, du dirigeant et du leader éclairé. C'est aussi de rester ce trublion-là en fait, qui va dans l'entreprise avoir ce regard externe et dire attendez les gars, là ça ne va pas pour changer une pile dans une souris. Vous n'avez pas besoin de faire un ticket et de mobiliser 10 personnes. Faites-le avec un système D parce que ça marchait bien le bon sens finalement. Bien sûr. C'est ça. Donc, d'accord. Pour moi, c'est écouter, le leader éclairé est un trublion. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à présent cette matinale, qui ont posé des questions, qui ont participé.
et qui vous disent merci pour l'inspiration, la bienveillance, l'humain est au cœur de tout. Donc Merci d'avoir vraiment d'avoir parlé avec toute cette authenticité. C'est vraiment ça que je souhaite donner au matinal, c'est avec son cœur. Et puis merci d'être ce tourbillon. Je ne sais pas si il y avait une dernière question, mais vous avez fait des émules dans la profession ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres qui se sont sentis des vocations ou vous êtes le seul tourbillon dans les experts? Ah non, je ne dois pas être le seul. Hein. Je dois pas être le seul. Il ne faut quand même pas avoir cette prétention. Non, non, je ne dois pas être le seul. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Claude, merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous donne rendez-vous fin mars et vous allez recevoir des newsletters pour recevoir effectivement la CO internationale de chez Danone. Et puis, je vous souhaite une très, 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 très belle matinée aujourd'hui. Bonne journée. Merci Claude. Merci. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.